Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce festival du livre dont le thème est les retrouvailles. Nous allons parler plus particulièrement des faits divers terribles dont on fait les meilleurs romans et nous accueillons pour cela Philippe Génada et Jean-Baptiste Andréa. Alors, j'ai commencé par une petite présentation de chacun, sachant que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez un point commun. C'est-à-dire que d'après les informations que j'ai, vous êtes tous les deux nés à Saint-Germain-en-Laye. Ah mince. Voilà, Philippe Génada, vous en 64 et Jean-Baptiste en 71. Gamin. Voilà. Oui. Alors Philippe Génada. Louis XIV aussi. Pardon ? Louis XIV est né à Saint-Germain-en-Laye. Ah, parce que moi je suis né à la clinique Louis XIV, à la maternité de Louis XIV. Voilà l'explication. D'accord. Donc on espère simplement que la rencontre sera royale. Pardon. Alors Philippe Génada, vous avez grandi dans une banlieue pavillonnaire de l'Essonne. Après des études scientifiques, vous vous installez à Paris en 1986 et vos 7 premiers romans sont d'inspiration autobiographique, dont le premier paru en 1997 qui s'intitule Le Chameau sauvage et qu'on peut retrouver sur le stand de Ruc. Et c'est aussi un ouvrage qui obtient le prix Alexandre Vialat et le prix de Flore. En 2013, vous vous tournez beaucoup plus vers le fait divers, avec notamment Soulac, qui évoque la vie de Bruno Soulac, qui reçoit le prix d'une vie 2013 et le Grand Prix des lycéennes d'Elle en 2014. La petite femelle en 2015 au sujet de Pauline Buisson, que vous évoquez plusieurs fois dans votre roman. Et La Serpe, prix Femina 2017, inspiré du triple assassinat du château d'Escoir. Alors, chez vous, chaque histoire est un important travail de recherche archivistique. Pour autant, vous n'oubliez jamais la dérision, vous vous mettez en avant en train d'enquêter, d'écrire, de vivre, et vous partagez aussi parfois des tranches de vie de votre entourage, dont Anne-Catherine, votre épouse. Alors, après avoir lu Au printemps des monstres, ma première question... En 3 jours. Ah, je ne dirais pas, parce qu'il y a eu un travail derrière. Mais la première question qui me vient, c'est comment va votre santé ? Et peut-être expliquer au public pourquoi je vous pose cette question. J'aurais dû faire attention, en fait, dans tous mes livres, le narrateur, qui est moi, l'écrivain qui est en train de faire des recherches et d'écrire le livre, parsème un peu l'histoire souvent tragique que je raconte. Et cette fois, j'avais choisi, donc c'est moi, au début du livre, on me voit, je décide d'enquêter sur ce fait divers, et je vais sur tous les lieux qui ont été importants dans cette affaire en 1964, donc. Et je choisis comme fil rouge ma santé. Parce qu'en fait, c'est un petit garçon qui a été tué le jour de ma naissance, enfin le lendemain de ma naissance. C'est-à-dire que mon premier jour sur Terre, le 26 mai 1964, ça a été le dernier jour sur Terre de ce petit garçon. Et donc mon narrateur, 56 ans plus tard, qui raconte tout ça, est en train de se déglinguer. J'ai 57 ans, j'ai pas une vie extrêmement saine, hygiénique et sportive. Et donc je me déglingue un peu et je me dis... C'est une bonne idée que mon narrateur de parler de tous les petits problèmes de santé de mon narrateur qui sont nombreux. C'est-à-dire j'ai les poumons en charpie. Au moment où j'écris le livre, où je fais des recherches, je n'arrive plus à bouger ma jambe gauche, donc je n'arrive plus à marcher. Ce qui est embêtant quand on doit, par exemple, traverser une forêt qui est le lieu du crime. J'apprends que j'ai un énorme kyste dans la tête qui me fait un trou comme un noyau de pêche en plein dans le crâne. Enfin bon... et je me dis, formidable, ça va distraire le lecteur un peu tous mes petits problèmes de santé. Et évidemment, si j'en parle, c'est qu'ils sont réglés. Mais j'avais pas pensé à ma famille, à mes amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Et quand le livre est sorti, je me suis mis à recevoir une flopée de mails. Philippe, je suis page 150 du livre, je m'inquiète beaucoup, comment ça va, etc. Donc, en fait, évidemment, tout se résout. Regardez, je suis vraiment comme un jeune homme, là, je suis vraiment dans une forme étincelante. Ça se résout au fur et à mesure du livre pour dire un peu symboliquement que le temps passe mais que c'est pas grave, sauf que ma famille, ma tante Morissette, mes amis de lycée que j'ai pas vus depuis 30 ans étaient persuadés que, enfin pourtant ils auraient dû bien voir que le livre était épais donc j'allais aller au bout, mais que j'étais dans un état déplorable alors que c'est exactement le contraire. Vous avez vu des gens flamboyants dans votre vie, mais alors des comme moi, pas beaucoup. Donc voilà, ma santé va parfaitement bien, j'ai des poumons de jeune homme. J'ai un trou dans la tête, mais ça se voit pas. Enfin, je pense pas, ça se voit pas. Et ma jambe gauche fonctionne comme celle d'un poulain.
D'accord. Donc, comme un jeune homme, et vous traitez la classe de 71 de petits jeunes. Donc, je ne sais pas comment on doit se classer puisqu'on est né la même année, mais bon. Jean-Baptiste Andrea, vous avez grandi à Cannes, où vous avez été élève de l'Institut Stanislas, qui est un établissement privé catholique sous contrat accueillant des élèves de maternelle aux classes préparatoires, qui fait un sacré circuit. Je n'ai pas su si vous avez fait tout le cursus ou pas dans cet établissement. En tout cas, je sais que vous y avez fait vos premières expériences de scène, d'écriture et de réalisation, qui sont encore vos 3 métiers principaux aujourd'hui. Et ce, j'allais dire quelque part malgré le fait que vous ayez un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'École supérieure de commerce de Paris. Des diables et des saints est votre 3e roman, après 100 millions d'années et un jour, qui est paru en 2019 et qui obtient 3 prix. Marraine, en 2017, qui lui a obtenu à ce jour, si j'ai bien compté, 12 prix. Et pour le roman pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, vous avez déjà reçu, là aussi, si j'ai bien compté, 5 prix, dont le Grand Prix RTL Lire Magazine Littéraire. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce roman, s'il vous plaît ? Bien sûr. En fait, ce roman est né de 2. C'est parfois difficile d'expliquer la genèse d'un roman, mais celui-là, j'ai pas trop de mal. Je voulais écrire sur la musique depuis longtemps. Je suis passionné de musique, notamment classique, et aussi de métal extrême. Mais pour rester consensuel, on va plutôt parler de musique classique, qui est quand même l'essentiel de ce que j'écoute. Et j'avais vraiment envie de parler de musique classique. Je n'arrivais pas à rentrer dans ce roman. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis un jour, lors d'un salon à Grenoble, j'ai rencontré un lecteur qui est venu me parler. Et quasiment dans les 30 premières secondes de conversation, me déballe son enfance. C'est négatif le terme, parce que c'était brutal, mais je ne l'ai pas perçu comme une agression. Me parle de son enfance dans un orphelinat de Savoie, qui était à 50 km du lieu où avait lieu le salon. Et cet orphelinat, c'était... Je ne sais pas, c'était un orphelinat de films d'horreur, dirigé d'une main de fer par un abbé absolument sinistre, un monstre de première. Et il me dit très peu de sa vie, cet homme-là, mais la rencontre m'ébranle, au point que je me sens presque coupable, après lui avoir parlé, d'avoir eu une enfance heureuse. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour prendre un peu ma part de ce fardeau, sachant que la réponse est claire, en fait, je ne peux pas vraiment prendre ma part de ce fardeau. Et donc, tout ça, ça mijote. Je ne me suis pas dit tout de suite, je vais écrire, mais en fait, 2 ans après, alors que j'essayais de trouver mon point d'entrée de mon roman sur la musique, je suis dans une gare à Clermont-Ferrand, petit matin, promo de mon 2e roman, je suis fatigué, je suis plus d'ailleurs, on se lève, on ne sait pas trop où on est, à Clermont-Ferrand, j'arrive à la gare tôt, il n'y a qu'un type sur un piano et moi, et là, je flash, et tout se met en place, 7 rencontres 2 ans plus tôt. Et je trouve comment raconter cette histoire, en fait, de comment une traversée de l'enfer mène à la plus belle des choses qui est la musique et au génie musical. Voilà. Donc nous voyons que vos récits, tous les deux, sont basés sur des faits réels, même si ma mémoire est bonne, vous mettez votre orphelinat dans les Pyrénées, au fin fond des Pyrénées. Je voulais encore finir avec des définitions, et après, je jure, je parlerai beaucoup moins. Quand on parle de faits divers, on parle de quoi ? On parle d'un événement qui n'est ni politique, ni social, ni économique, ni culturel. On y trouve souvent des faits tragiques, comme des accidents, des meurtres, des vols ou des catastrophes, considérés la plupart du temps comme peu importants car concernant peu de monde. Or, un fait divers local peut prendre une ampleur nationale et devenir aussi un fait de société. Et dans ces cas-là, la plupart du temps, le fait divers sert moins à informer qu'à provoquer des émotions fortes. Un roman est une œuvre d'imagination. Vous puisez dans le réel. Et vos ouvrages, à tous les deux, sont catalogués, on va dire, dans la série roman. J'allais dire, pourquoi ? Ou quelle est la part de roman dans ces faits divers dans lesquels vous puisez votre inspiration ? Je commence. Roman, je me demande encore exactement ce que ça signifie. C'est pas forcément imagination, fiction. Par exemple, dans la peinture, Cézanne peint la Sainte-Victoire. C'est de la peinture, c'est un tableau. On se demande pas si la montagne existe ou pas. On dit pas à Cézanne, tu t'es pas foulé, t'aurais pu inventer une montagne. Enfin bon. Pour moi, le travail du romancier, après Jean-Baptiste dira si c'est pareil pour lui, le plus important c'est, mais d'ailleurs quand il vient de parler de la manière dont lui est venue
l'histoire du livre, c'est la narration, c'est la manière de raconter une histoire. Qu'elle soit vraie ou fausse, moi je trouve que c'est pas très important. C'est raconter une histoire qui compte. Par exemple, je ne sais pas, la chèvre de Monsieur Seguin, c'est peut-être vrai, il y a peut-être un berger, un jour, sa chèvre s'est échappée, eh bien, elle a mordu sa corde et elle s'est fait manger. C'est peut-être faux, c'est peut-être juste un conte pour apprendre aux femmes à rester à la maison, parce que si elles vont voir un peu trop loin, elles vont se faire manger. On ne sait pas. Donc moi, la part de roman, c'est d'abord, avant tout ça, la construction, la narration, cette histoire et n'importe quelle histoire vraie, n'importe quel fait divers. On donne le fichier de base, on donne la matière première de cette histoire à 5 écrivains, disons bons écrivains. Il y aura 5 bons romans, mais qui n'auront rien à voir les uns avec les autres. Donc ça, c'est très important. Moi, c'est là-dessus que j'ai l'impression d'exercer d'abord, sans parler du style éventuel, etc., mais d'exercer d'abord mon travail de romancier. Et puis l'autre chose, brièvement pour moi, c'est que dans mes romans, il y a l'histoire en question, le fait divers, le réel, où j'ai une sorte de contrat avec les lecteurs et les lectrices de dire tout ce que je dis est vrai, jusque dans les moindres détails. Je n'invente rien, je ne triche pas. En revanche, mon narrateur, dont on parlait tout à l'heure, celui qui a mal aux jambes, celui qui a les poumons en compote, etc., ça peut être faux. Ça, c'est moi qui construis un narrateur, un écrivain qui va ici, qui va là, qui a tel ou tel problème, dont la famille, la femme, Anne-Catherine, qui est alsacienne, fait ci ou ça. Tout ça, je peux inventer si je veux. En l'occurrence, très peu, mais en tout cas, ça fait vraiment, pour le coup, partie du roman. Donc voilà, l'ensemble, comment raconter une histoire à partir d'un truc vrai ou non, pour moi, peu importe. C'est ça qui fait que c'est un roman. Jean-Baptiste. Oui, j'allais dire, en fait, c'est ça. Moi, raconter une histoire, ça a toujours été le truc le plus important pour moi. Et Philippe a tout à fait raison. Ce mot de raconter une histoire, je trouve que ça paraît très bête. Et en même temps, il y a tellement de livres qui, pour le coup, sont dits des romans qui, en fait, ne racontent rien. Et je crois que c'est là qu'on lâche et on se dit, ce truc n'est pas bon. Il s'agit de raconter une histoire. Donc, peu importe, en fait, le matériau de base, peu importe ce qui est vrai, peu importe ce qui est faux. En l'occurrence, moi, il n'y a rien de vrai dans mon livre. Mais tout est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où Gérard, cet orphelin que j'ai rencontré, à qui j'ai dédié ce livre, à partir du moment où on s'est rencontrés, cette rencontre a duré 20 minutes, 25 minutes. Je me suis dit stop, faut que je digère tout ça. Et quand j'ai décidé d'écrire autour de ce sujet-là, je n'ai pas appelé Gérard pour lui dire raconte-moi. Je voulais écrire une fiction dont j'espérais, parce que je voulais me sentir libre, dont j'espérais qu'elle toucherait à la vérité. Et après la publication du roman, Gérard m'a appelé, je lui ai dit « Excuse-moi, ce roman parle de toi, mais en fait non, donc j'espère que si tu t'y reconnais pas, tu seras pas vexé. » Il m'a dit « En fait, c'est hyper réel le truc. » Mais pour moi, l'essentiel était de raconter une histoire qui capturait l'émotion que j'avais eue en le rencontrant. Donc je voulais rendre justice à ça, aux frissons que j'avais eus, à l'effroi, à la révolte, à l'humour, ce que Philippe fait très bien aussi. Le fait est juste un matériau, en fait, de base qu'on va pétrir et accommoder à une sauce différente. Et effectivement, avec les mêmes ingrédients, on peut avoir 5 recettes différentes. Alors, j'ai juste un petit truc à dire pour mélanger un peu les deux. Je viens de lire un livre qui se rapproche un peu. C'est pas un orphelinat, mais c'est un sanatorium en Savoie, un sanatorium pour enfants, donc du même côté que l'orphelinat, je pense. C'est un livre qui s'appelle Dans leur nuit, et c'est un exemple assez incroyable de ce que peut être un roman. Et là, pour le coup, c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que donc c'est une jeune femme qui est cinéaste, je pense, une jeune femme qui s'appelle Perrine, et dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui a écrit ce livre qui s'appelle Dans leur nuit. Ça raconte en 1970 un sanatorium dans les Alpes qui s'est écroulé avec une avalanche à cause de problèmes de construction. Il n'avait pas été construit au bon endroit, etc. Et il n'y a pas un mot, c'est un gros livre qui doit faire 500 pages, il n'y a pas un mot de cette fille, elle n'a pas écrit un mot dans le livre. C'est-à-dire que c'est une succession de témoignages qu'elle a recueillis au téléphone, elle recopie ce qu'elle a recueilli, de courriers échangés entre différentes personnes, de rapports de police, de choses comme ça, qu'elle a très ingénieusement organisé, la narration. Et sans écrire un mot, bon, moi je suis quelqu'un, j'aime la littérature, j'aime le style, donc je vais pas dire que c'est pas important d'écrire et de raconter, mais là, poussé à l'extrême, sans écrire un mot elle-même, juste en reconstituant comme on monte un film, en reconstituant une sorte de puzzle dans l'ordre qu'elle voulait, ça fait un roman quand même. C'est-à-dire qu'on peut faire un roman même sans écrire. On ne peut pas dire que c'est pas un roman, son travail. C'est pas un objet littéraire intéressant. Dans leur nuit de Perrine, quelque chose si vous passez devant une librairie.
Voilà, c'était l'instant pub, mais c'est toujours très intéressant. Je ne le connais pas. Hein. Voilà, non, mais c'est toujours très intéressant, effectivement, de savoir qu'au niveau du style d'écriture, il existe plusieurs choses. Pour revenir sur le sujet, Philippe Génada, est-ce que vous pouvez nous raconter, j'allais dire assez brièvement, justement, ce fait divers Taron Léger? Alors, c'est un fait divers extrêmement simple. Vous parliez des faits divers tout à l'heure et vous disiez quelque chose d'assez juste auquel j'avais pensé. C'est ni ceci, ni cela, ni économique, ni social, ni rien. Le fait divers, c'est rien du tout. En fait, c'est l'inverse de tout ce que j'aime, moi. C'est-à-dire l'inverse de l'humanité. Pour moi, le fait divers, c'est quelques secondes, souvent, quelques minutes, dans les cas les plus sordides, de sauvagerie, de violence, de haine, de barbarie. C'est un coup de marteau sur une tête, c'est... voilà. Donc là, en l'occurrence, le fait divers est particulièrement atroce. C'est un petit garçon, en 1964, qui a été retrouvé mort. Il a fugué de chez lui. Il habitait à Paris, dans le quartier de Saint-Lazare. Il a fugué le mardi soir à 17h30. Il a été retrouvé le mercredi matin dans un bois de la banlieue sud de Paris, à une vingtaine de kilomètres, au pied d'un arbre, étranglé ou étouffé, on ne sait pas vraiment. Donc voilà, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que beaucoup de gens, même des grands penseurs... Bourdieu, par exemple, qui n'est pas le premier abruti venu, disait le fait divers fait diversion. Alors c'est peut-être une belle phrase, mais c'est idiot de dire ça parce que le fait divers, effectivement, c'est rien. C'est ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a au-delà, ce qu'il y a autour, qui est intéressant. Donc ce petit garçon est retrouvé mort. On ne sait pas pourquoi, ni comment, ni par qui. Et très vite, le soir même, des lettres anonymes commencent à arriver à la rédaction des journaux, des radios, de la presse, à la police, aux hommes politiques. Pendant 40 jours, la France, enfin les milieux politiques, médiatiques et même les parents du petit sont inondés de messages atroces, odieux, de revendications par un fou qui signe l'étrangleur et qui dit oui, c'est moi, j'ai assassiné, je vais en tuer d'autres. Enfin bon, un fou furieux, odieux, vulgaire, nauséabond, tout ce qu'on veut. Au bout de 40 jours, il est arrêté. C'est un jeune homme complètement banal, ordinaire, un infirmier. Et voilà, il est arrêté, il est jugé, il passe 41 ans en prison, ce qui est le record de France. Et il sort en 2005, il est arrêté en 64, il sort en 2005, il meurt très vite, en 2-3 ans, parce que 41 ans de prison, personne ne peut survivre à ça, j'imagine, en tout cas vraiment intact. Et donc voilà, affaire classée, affaire réglée. Moi, quand je commence à en parler autour de moi, ça fait l'unanimité, c'est-à-dire qu'on parle de lui sans l'ombre d'un doute sur sa culpabilité, comme on parlerait de Fourniret, par exemple. On rencontre peu de gens qui vont vous dire « Oui, attention, Fourniret, il était quand même sympa, c'est peut-être pas lui. » Bon, lui, c'est pareil. Et en fait, moi, je commence à gratter ça par curiosité, simplement au début. Et j'ai 3 ans de recherche. Et au bout de 3 ans, je mettrai les 2 bras de Jean-Baptiste Andréa à couper que ce type était innocent, en fait. Innocent, il a passé toute sa vie en prison pour rien. Voilà. Et si au début, il a effectivement dit que c'était lui l'étrangleur, il a quand même reconnu après être l'auteur des lettres, mais pas être l'assassin. Il a clamé son innocence jusqu'à la fin, au bout du compte. Pendant 41 ans, après, quand il est sorti de prison en 2005, ce qui est incroyable, c'est qu'on l'ait laissé 41 ans. Même, par exemple, Patrick Henry, dont tout le monde savait qu'il avait tué un petit garçon et de manière atroce, il a fait 20 ans de prison. C'est-à-dire que Lucien Léger l'a vu rentrer et ensuite l'a vu sortir. Lui a fait 41 ans de prison et quand il est sorti, on a consenti à le laisser sortir, mais il n'avait pas le droit de parler de son affaire. Donc il n'a plus pu dire, entre 2005 et 2008, sa mort, il n'a pas pu dire « je suis innocent ». Mais en tout cas, pendant toute sa vie, de 27 à 70 ans, qu'il a passé en prison, il n'a cessé de hurler son innocence, mais personne ne l'entendait. C'était un vieux fou au fin fond d'une cellule qui allait de maison d'arrêt en maison d'arrêt, de centre de détention en centrale, etc. Et voilà, personne ne l'a jamais entendu. Et quand on se penche là-dessus, on se dit que beaucoup de ces choses qu'il a hurlées du fond de sa prison et qu'on a pris pour les délires d'un fou assassin qui raconte n'importe quoi pour s'en sortir, beaucoup de choses étaient vraies, en fait. On dit effectivement qu'on ne l'a pas entendu, Jean-Baptiste Andréa. Vos enfants, on ne les entend pas non plus. Ils ont beau essayer de dire des choses, ils se retrouvent assez coincés puisqu'ils n'ont la plupart plus de famille. Oui, alors c'est très vrai, enfin, c'est d'autant plus vrai que jusqu'à très récemment, jusqu'à d'ailleurs littéralement il y a quelques semaines, on ne parlait pas trop des orphelinats en France. Alors moi je précise que le roman, c'est un roman qui parle beaucoup de lumière et d'humour et de résistance, mais je ne voulais pas m'enferrer dans le côté très sombre parce que je suis un mec assez optimiste. Et d'ailleurs, j'espère que je vais garder mes 2 bras avec mon optimisme légendaire. Mais
je voulais pas parler de ce côté sombre, mais ce côté sombre est vraiment là. Et quand j'ai rencontré Gérard il y a 3 ans, cette histoire m'a marqué parce que pour moi, ça me faisait penser soit à un univers cinématographique, semi-film d'horreur, soit à des cas dont on avait parlé à l'étranger, en Irlande, au Canada, où ils traînent des gros boulets, les Canadiens, dans la maltraitance des enfants. Mais en France, on n'imaginait pas, je pense, que des gamins pouvaient être traités comme ça. Je parle même pas de sévices sexuels, là, hein. Je vous parle juste de... En fait, quand je lis maintenant, j'ai pénétré plus avant dans ce qui leur est arrivé à ces gamins. Ils étaient traités comme des prisonniers de guerre saisis par un régime totalitaire. Je vous mens pas. C'était des sévices physiques, des humiliations, des brimades qu'on a vues en Irak aux mains de l'armée américaine. Ils étaient traités comme ça. Donc, moi, quand j'entends cette histoire, je suis choqué. Je me dis, attends, pas en France. Et puis, là, il y a 2 semaines, tout d'un coup, on a commencé à parler de ça, notamment à travers d'affaires, d'ailleurs, de mœurs et de l'Église. Et tout d'un coup, ces gamins trouvent une voie. Et juste une anecdote rapide. J'ai demandé... on était avec Philippe à un salon à Talloires, tous les deux. Et pour la dernière, je faisais une intervention. Et j'ai demandé à Bernard Lehu, qui animait de RTL l'intervention, si Gérard étant voisin, il pouvait venir parler. Parce que souvent, les gens demandent comment naît un livre, comme on l'a fait aujourd'hui. Et j'ai dit, je voudrais que les gens entendent et ils vont voir comment est né le livre. Gérard arrive et il me dit, je peux pas parler. Il arrive avec un ami à lui et je lui dis, vous voulez parler? Il lui dit, ben ouais. Et à la fin de l'entretien, il monte sur scène et on se regarde avec Bernard, on savait pas trop comment lancer le débat. Et lui se met à parler tout seul. Il dit, bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 69 ans. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à mes enfants. J'ai grandi dans un orphelinat pas loin d'ici. Souvent, on ne me donnait pas à manger. Parfois, pendant 3 jours, j'avais tellement mal au ventre que je mangeais dans la gamelle du chien. Et je vois 300 personnes qui se liquéfient. La personne qui lui avait passé le micro se met à pleurer. Moi, je connaissais même pas tous ces détails encore parce que j'avais pas voulu, jusqu'au moment de l'écriture du roman, comme je vous l'ai dit, rentrer dedans. Et il s'arrête, il pleure un peu, il se remet à parler, il dit, écoutez, s'il y a des gens parmi vous qui ont vécu ça ou qui connaissent d'autres gens qui ont vécu ça, parlez, ne faites pas comme moi, parlez. C'était un moment incroyable qui s'est passé autour de ce livre. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que finalement, mon livre avait servi à quelque chose. Mais c'est vraiment maintenant, là, aujourd'hui, depuis quelques semaines, qu'on parle de ce sujet-là, en France, de cette maltraitance-là. Donc ils ont été reçus depuis par l'évêché, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont sortir autour de ces choses-là, parce que et on voit, lui, le type qui a parlé, Michel, à 5 ans, il a été pris de chez ses parents, parce que ses parents étaient très pauvres, ils les emmenaient pas chez le médecin, ils ont dû être dénoncés à l'assistance sociale. Son dernier souvenir, il est dans la voiture de police, il a 5 ans, les flics l'emmènent, et son père lui dit « T'inquiète pas », il l'a plus jamais revu. Et là, il rentre dans un système, mais je vous mens pas, de maltraitance du jour où il y entre au jour où il sort. Il a fait 7 tentatives de suicide après, et aujourd'hui encore, il me dit, tu sais, Jean-Baptiste, moi j'ai encore la foi. J'ai bien réalisé que c'était pas d'ailleurs que avec des religieux, hein, et je veux pas mettre tous les religieux dans le même panier. Mais je lui dis, mais waouh, t'as encore la foi après tout ce que t'as vécu. Et donc il y a tout un monde que j'avais l'impression de pas connaître en France, de plonger dans un univers parallèle. Et je trouvais c'était incroyable de me dire que dans mon pays, le pays des Lumières, comme on le sait tous, il pouvait se passer des trucs comme ça. Je me disais, oui, ça va dans des nations non éclairées, pas en France. J'allais dire, il n'y a pas que les nations, effectivement, dites éclairées ou pas. Bien sûr que non. Puisqu'effectivement, ça voudrait dire que l'Irlande, le Canada, tout ça ne sont pas des pays éclairés, on pourrait voir. À travers cet entretien, je découvre un autre point commun entre vous deux, c'est que chacun de ces ouvrages a mis 3 ans de gestation. Si vous, Jean-Baptiste Andréa, vous nous avez déjà expliqué le pourquoi de ces 3 ans, est-ce que vous pouvez, Philippe Génada, nous expliquer un peu plus votre travail, comment vous faites, puisqu'il y a vous avez parlé de recherche, etc., mais peut-être approfondir un peu plus votre façon de faire. Oui, en fait, donc c'est mon 4e livre de ce genre, c'est-à-dire qui traite d'un fait divers et donc pour lequel j'essaye d'aller dans les archives ou de retourner dans les journaux d'époque ou surtout les archives judiciaires ou policières. Et j'ai à peu près toujours la même méthode qui s'affine un peu au fil des livres. Et pour celui-là, ça a pris plus de temps que les autres parce que c'est une affaire plus complexe, avec plus de personnages et plus de zones d'ombre.
Et pour vous donner un exemple, le dossier d'instruction, le dossier d'enquête sur cette affaire de l'étrangleur fait 30 000 pages. Ce sont des pages de machines à écrire, des pages fines et très remplies de machines à écrire de la police. 30 000 pages, je n'ai pas eu le droit de... J'ai dû demander une dérogation pour les consulter parce qu'il n'y avait pas assez de temps écoulé depuis. On m'a accordé cette dérogation, mais en échange, j'ai pas eu le droit de faire de photos. Donc j'ai dû passer des jours, des semaines aux archives, à observer tout ça, à enregistrer sur un petit dictaphone à voix basse tout ce que je lisais, parce que sinon il aurait fallu que je recopie tout, j'en avais pour des années. Donc je lisais très vite dans mon petit dictaphone, avec quelques inconvénients techniques un peu bêtes, mais ça compte dans l'écriture d'un livre, c'est que dans une salle de lecture d'un service d'archives, il y a du monde, comme dans une bibliothèque, donc je devais parler très doucement. Mon petit dictaphone est un truc antédiluvien presque, et donc par exemple le premier soir, je rentre chez moi, et après 8 heures à lire des procès-verbaux, des interrogatoires et tout, j'écoute ce que j'ai enregistré et on entend pendant 8 heures. J'avais parlé trop près du micro et trop doucement, donc j'ai dû retourner le lendemain et tout refaire. Donc voilà, dans un premier temps, en fait, moi je me sépare en deux. Je suis l'homme, le citoyen, curieux, qui, disons, le journaliste ou l'historien ou le policier amateur qui fait des recherches. Et là, en l'occurrence, ça m'a pris 2 ans et demi pour écluser tout ça. Et puis tout d'un coup, une fois que j'ai toute ma matière première, toute ma documentation, que je l'ai classée, ordonnée, triée, mis en ordre par thème, etc. Là, j'oublie tout ça. Je fais, comme je disais tout à l'heure, comme si c'était une histoire que j'avais inventée. Là, en l'occurrence, ma matière première, c'était un fichier de 1900 pages de notes télégraphiques, 14 heures, les policiers arrivent, les parents sont nés à tel endroit, etc. Des notes très sèches. Il faisait 1900 pages. Et donc, à partir de là, je me transforme en écrivain, en romancier. J'oublie tout ça et j'essaye de raconter l'histoire. C'est vraiment scindé en deux. Je mélange pas les deux. J'écris jamais la première phrase du livre avant d'avoir toute ma matière première disponible. Et donc voilà. Et là, en l'occurrence, alors que normalement, la plupart de mes livres, je les écris en 1 an et demi, 2 ans en tout, recherche plus écriture. Là, ça m'a pris... j'étais là à Colmar pour la sortie de mon dernier livre, qui était en 2017, La Serpe. Et donc celui-là, 2021, voilà, ça m'a pris 4 ans en tout. Mais disons, comme pour La Serpe, j'ai fait 6 mois de promo, disons, enfin de tournée, de machin. 3 ans et demi de travail, vraiment 7 jours sur 7, matin et soir, parfois de nuit, enfin... Et donc voilà, c'est assez scolaire, c'est assez studieux comme fonctionnement, comme méthode, mais c'est celle qui me convient. C'est peut-être pour ça aussi, parce que vous n'avez pas vu beaucoup votre épouse, que vous en parlez très peu dans votre livre, du coup. Alors, j'ai pas vu mon épouse, dis donc, faut le dire vite, je l'ai vue 24 heures sur 24, tous les jours, pendant 3 ans et demi. Ah, parce qu'elle venait avec vous aux archives. Non, pas aux archives, non, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup travaillé chez moi, mais c'est vrai que, comme je suis allé, il y a une partie qui se passe à Charleville-Mézières, une partie dans le Beaujolais. J'ai quand même fait quelques voyages qui m'ont fait un peu des vacances. Parce que mon épouse, en bonne alsacienne, est absolument invivable. Donc j'ai pu m'échapper un peu. Voilà, j'espère que personne n'a amené de tomates par rapport à cette remarque. Jean-Baptiste Andrea, votre personnage, Joseph, qui se fait appeler Joe, arrive dans cet orphelinat parce que ses parents et sa sœur, qu'il ne supporte pas, meurent dans un accident d'avion. Est-ce que vous avez parlé aussi de l'importance de la musique? Est-ce que vous pouvez parler de cet aspect-là et de Joe, en tant que musicien? Et ce qu'il subit aussi à l'orphelinat? Oui, moi donc comme j'ai dit, j'avais très envie de parler de musique parce que je suis un musicien frustré. J'aurais vraiment adoré jouer de la musique. Et bien que j'ai encore mes bras par chance, le résultat est presque pas très différent de si je les avais pas quand je joue. Et donc j'avais très envie de parler de ça. C'était ma façon de m'en rapprocher. Donc c'est un pianiste, ce héros, ce que je ne suis pas. C'est un génie musical, ce que je ne suis pas. Et c'était vraiment c'était la lumière du roman, ça. Et effectivement, ce petit gamin bourgeois et un peu con de 16 ans qui a grandi en banlieue chic de Paris en 1969 et du jour au lendemain envoyé dans un milieu qui est d'ailleurs complètement très hostile, qui est un petit peu l'histoire de moi, le mec pour qui tout va bien, qui découvre en salon... qui découvre, bien sûr, je savais qu'il y avait des orphelinats et des destins tragiques, mais quand vous avez la personne en face de vous avec ses mains qui tremblent, c'est autre chose. Donc,
il est projeté dans cet univers ultra hostile, l'encadrement est hostile, les gamins sont hostiles entre eux, au lieu de s'entraider, ils se tirent dans les jambes en permanence, et il doit trouver sa place là-dedans, et il n'a pas été armé pour ça. Donc déjà, il y avait évidemment assez naturellement un mécanisme romanesque qui se prêtait à beaucoup de développement et beaucoup de choses. De là, de cette situation, naît beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse, évidemment, puisque comme je l'ai dit, c'est vraiment une histoire de résistance. J'ai voulu offrir, en fait, là encore très bêtement, moi je suis plein d'idées bêtes, mais bien intentionnées, je crois que j'ai voulu offrir à Gérard ce qu'il n'avait pas eu. Et quand je lui ai fait lire le livre, je lui ai dit, mais au moins, toi, dans ton orphelinat, comme dans le livre, vous aviez des copains, vous aviez cette solidarité. Il m'a dit, absolument pas. C'est lui qui m'a dit, on se tirait dans les pattes. Je reviens, je m'excuse un peu sur ma question, parce que vous dites que c'est un génie de la musique, et pourtant son professeur n'a absolument pas cette image. Dans l'orphelinat, il y a un piano. Est-ce qu'il a le droit de jouer, et si oui ou non, pourquoi? Et est-ce que la musique et le piano vont lui donner aussi un statut particulier? Oui, le pitch, comme on dit dans le cinéma, c'est qu'effectivement, à 16 ans, il désespère son professeur de musique, qui est le vieux Rothenberg, qui lui est un vrai génie musical. Et ce gamin ne comprend pas. Il ne comprend pas comment on peut jouer comme ça. Il abandonne, en fait, déjà. Il se dit, moi, je ne jouerai jamais comme ça. Quand il est envoyé dans cet orphelinat, finalement, il réalise que le contact avec la musique, avec le piano lui manque. Et il y a un seul piano dans cet orphelinat. Et le premier truc que lui dit l'abbé, c'est « tu ne dois pas toucher à ce piano ». Et donc, évidemment, quand on nous prive de quelque chose, voilà, ça devient tout d'un coup très attirant. Mais ce piano ne suffit pas à expliquer pourquoi de musicien médiocre, il va devenir quelqu'un de plus grand. Mais ça, je ne vais pas en dire plus, parce que c'est lié à... Ouais, faut lire le roman, enfin, ou pas. Mais en tout cas, c'est dans le roman. D'accord. Philippe Génada, vous nous disiez avant que quand vous parliez autour de vous, Lucien Léger était obligatoirement coupable. Pourquoi alors avoir saisi cette histoire? Qu'est-ce qui vous a titillé pour penser que peut-être il pouvait y avoir une erreur judiciaire? Alors au début, effectivement, c'est titillé, c'est pas grand-chose d'autre, et c'est pas... en fait, c'est au moment où La Serpe, mon livre d'avant, est sorti, j'avais une émission de radio sur France Inter. On était deux avec un vieil avocat très respectable, respecté, qui s'appelle Henri Leclerc, qui venait de publier ses mémoires. Et donc, moi, je me suis dit, on lit pas toujours, Jean-Baptiste le sait, les livres des personnes avec qui on fait des émissions, des interviews croisées. Mais là, je me suis dit, il faut pas que j'ai l'air complètement tarte, que je sache un peu ce qu'a fait cet homme précisément. Donc, j'ai lu ses mémoires. Il parlait de l'histoire de l'étrangleur. Il a été l'un des avocats de Lucien Léger. Enfin, il était jeune assistant de l'avocat principal de Lucien Léger. Et il écrit quelques pages là-dessus et il dit, bon, c'est une affaire classée, c'était lui, c'est à peu près sûr, mais il y a quand même des zones d'ombre, il y a des zones floues, des questions sans réponse, bon. Et à la fin de l'émission sur France Inter, on sort tous les deux de la maison de la radio, on va vers les taxis et je lui dis, maître, je pourrais vous poser quelques questions sur cette affaire, pourquoi vous parlez de zone d'ombre, zone floue? Et il a une réaction bizarre, il dit, oh non, c'est du passé, c'était lui, le type était fou, j'ai pas envie d'en parler. Je dis, mais vous avez gardé le dossier? Il me dit, non, j'ai jeté le dossier. Ça m'a paru bizarre, je sais pas. Donc ça a juste éveillé ma curiosité. Je suis rentré chez moi, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai cherché, mais très sincèrement, il y avait pas, je me suis pas dit, ça y est, j'ai le thème de mon prochain livre, le sujet de mon prochain livre. C'était de la curiosité, comme n'importe qui ici pourrait en avoir. Et ça m'arrive très souvent. Et évidemment, j'écris pas un livre à chaque fois qu'une affaire m'intrigue ou m'intéresse. Mais sauf que là, donc on a le temps. L'avantage quand on écrit des livres, c'est qu'on n'est pas pressé par le temps, contrairement aux gens qui font des films souvent parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. Donc moi, il m'est arrivé souvent de m'intéresser à des affaires pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et puis de me rendre compte que ça ferait pas un bon livre, parce que c'est pas juste le sujet, c'est pas une énigme, une erreur judiciaire, un fait divers incroyable qui fait un bon livre. Il faut tout un décor, il faut des personnages et tout ça. Bref. Comme ça m'arrive souvent, je creuse, je cherche, j'achète quelques journaux d'époque, je me renseigne sur ce que je peux trouver sur Internet, et petit à petit, j'ai senti que non seulement ce fait divers était vraiment plus que mystérieux pour le coup, il y avait plus que des zones d'ombre, il y avait des zones dérangeantes vraiment dans cette histoire, et puis surtout que le décor, les années 60, le Paris des années 60, que nous on considère vu d'aujourd'hui, c'était la fête, les mini-jupes, le rock'n'roll, les jeunes dans les rues qui s'amusent, la liberté, le plein emploi et tout, mais en fait c'était pas ça du tout. Et puis aussi qu'il y a plein de personnages, le monstre est vraiment pas du tout celui qu'on croit, c'est pas ce type l'étrangleur.
autour, il y a des personnages respectables, respectés ou ordinaires, ou les parents du petit, qui sont les véritables monstres, qui sont les personnes vraiment sous des masques anodins, sont vraiment des gens nauséabonds et dangereux. Et là, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, si je fais pas de bêtises, il y a de quoi écrire un livre à peu près convenable, à peu près correct. Pardon, Jean-Baptiste Andrea, vous parlez avant aussi de Joe qui se retrouve, enfin des jeunes qui se tirent dans les pattes, mais Joe va trouver sa place, on va dire, dans une bande, pour pas en dire plus. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé aussi dans ce livre, parce que malgré tout, il y a aussi beaucoup d'humour, c'est les surnoms qui se donnent. Est-ce que vous en pouvez parler au moins de certains? Bien sûr, celui qui m'a le plus marqué, c'est Sous X. Oui, donc bon, ouais. Bah oui, ils ont tous des surnoms parce qu'en fait, ils créent une sorte de groupe pour se protéger du mal qui leur est fait et se créer une carapace, en fait. Ils ont des surnoms, mais d'ailleurs, comme on en a, j'imagine, souvent à cet âge, peut-être plus à cette époque, dans des pensionnats, on s'appelait souvent plus par les noms de famille, parfois. Donc, il y a un héros qui s'appelle Sinatra, parce que sa mère lui a dit, sa mère qui est maintenant internée, lui a dit qu'elle avait couché avec Sinatra, qui s'était perdu un soir d'orage lors d'une tournée dans le Périgord. Donc lui, il est persuadé qu'il est fils de Sinatra. D'ailleurs, tout le monde trouve qu'il lui ressemble un peu. Il y a Fouine, qui est un gamin qui dort sous son lit, parce qu'en fait, sa famille est morte quand l'immeuble où il vivait s'est effondré, et son père avait juste eu le temps de le jeter sous le lit au moment où l'immeuble s'est effondré. C'est le seul qui a survécu. Il y a Momo, c'est pas un surnom. Momo, c'est une allusion au passé pied noir de ma famille, en fait. Un petit point commun qu'on partage avec Philippe. Et je voulais avoir un petit peu parlé de la nostalgie de l'Algérie qui m'a été transmise sans pour autant écrire un truc sur l'Algérie pour lequel je ne serais pas du tout légitime. Donc à travers le personnage de Momo, j'ai parlé de ça, de la nostalgie d'une terre perdue. Sous X, voilà, on en parlera dans le bouquin. Et c'est tout, non? J'ai fait le tour. Tout à fait. Edison, qui est un fou de science, c'est son vrai nom pour le coup. Voilà. Et pourtant, il a quand même un petit quelque chose derrière, mais dont on ne va pas parler, parce qu'il faut un peu de suspense aussi, ce qu'on appelle des teasers. Philippe Génada, vous parliez des monstres, des parents. Est-ce que vous pouvez parler justement un petit peu plus, sans dévoiler trop de choses, de ces parents, de la relation qu'ils ont avec Luc? Oui, c'est très délicat. C'est exactement ce que vient de dire Jean-Baptiste. C'est très délicat. Moi, c'était un problème. C'est pour tous les livres, mais le mien en particulier, pendant toute la promo, les interviews, les choses comme ça. C'est que soit on dit rien, soit on dit trop. Donc c'est dur à dire. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de construction, de narration. Par exemple, il y a toute une première partie dans mon livre où le monstre, c'est l'assassin, c'est l'étrangleur, c'est un personnage horrible. Et les parents sont de malheureux parents, des Français moyens, ordinaires, que le sort a plus que cruellement frappé. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui sort de chez lui à 17h et puis qui est retrouvé mort, assassiné. Et en fait, alors je ne peux pas trop en dire, mais effectivement, les parents, le père en tout cas, fait partie de ces monstres qu'on découvre au fur et à mesure, alors que le père est beaucoup intervenu dans les médias à cette époque-là pour dire « je veux venger mon fils », d'abord pour dire « je veux retrouver cette ordure, l'étrangleur », et une fois qu'on l'avait arrêté, pour le mettre à mort. Le père a beaucoup milité pour la peine de mort. Et pendant des années, des dizaines d'années, le père a été très présent dans les médias comme vraiment le pater doloroso, je ne sais pas si ça existe, mais vraiment la figure du père à qui on a arraché le cœur et qui veut à tout prix venger son fils. Et en fait, ce type était la dernière des ordures, quoi, vraiment. C'est-à-dire que... Alors ça m'embête de dire ça parce qu'il faut se taper 750 pages pour arriver au bout de cette histoire. Si là déjà les gens se disent je peux sauter 320 pages à peu près, je vais découvrir que le père était un monstre. Mais enfin voilà, c'est l'intérêt peut-être pas du livre, mais en tout cas de l'histoire de cette affaire, c'est que petit à petit, ce qui semble évident, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est les apparences et ce qu'il y a au-delà. D'ailleurs là encore, on peut se rejoindre, un orphelinat tenu par des religieux. En apparence, les pauvres petits orphelins ne peuvent être pas mieux que là. Moi c'est pareil, petit à petit les apparences se déchirent et derrière on trouve souvent le contraire des apparences. C'est par exemple la femme qui est en couverture de ce livre, qui s'appelle Solange Léger, qui est la femme de l'étrangleur. Elle aussi, elle est l'inverse. Tout le monde est l'inverse de ce qu'il a l'air d'être dans ce livre. Elle est l'inverse de ce qu'elle a l'air d'être, sauf que elle, c'est dans le bon sens, puisque tout le monde l'a toujours considérée comme une folle, une pauvre fille perdue, complètement démente, dont la parole n'a aucun intérêt. Elle a passé beaucoup de temps de sa très courte vie en hôpital psychiatrique.
Et en fait, moi, j'ai découvert dans le dossier, en trouvant sa correspondance, que c'était une femme pas folle du tout, moins folle que 70% des gens qui sont là en face de nous, très intelligente, gentille, drôle, lucide, une femme formidable, qui était elle aussi l'inverse. Parfois, derrière les apparences, il y a mieux que les apparences. C'est rare, mais heureusement, pour moi, elle sauve un peu l'humanité. C'est des grands mots, mais enfin, elle rattrape pas mal de saletés qui sont autour d'elle. Il y aura, je pense, un truc à régler avec les Alsaciens. J'adore l'Alsace. L'Alsace, mais pas les Alsaciens, visiblement. Ah, non, si, je vous taquine. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la mère, qui, contrairement au père, en fait, ne dit rien. Elle est là, physiquement, mais c'est tout. Ouais, c'est ça, la mère, elle est tout aussi trouble que les autres, mais peut-être qu'elle n'a rien fait d'autre que ne rien faire, justement, c'est-à-dire passivement. Et c'est la seule personne de toute cette histoire qui est encore vivante, la mère du petit Luc Taron, du petit garçon assassiné. Et je viens d'apprendre il y a 10 jours, j'avais pas de nouvelles d'elle, j'ai jamais réussi à rentrer en contact avec elle. Je me disais, elle va réagir au livre, il va se passer quelque chose. Et je viens d'apprendre il y a 10 jours où j'ai reçu une lettre que depuis 2017, elle est sous tutelle, elle a perdu la boule. Donc malheureusement, elle a 93 ans ou 92, 93 ans, elle doit avoir Alzheimer, j'imagine, la pauvre. Mais c'est la seule qui aurait pu dire la vérité, et elle est toujours vivante, mais son esprit, sa mémoire ne sont plus là. Donc c'est comme encore un mystère de plus, le dernier petit point de lumière qui aurait pu éclaircir tout ça. Et même s'il est toujours sur Terre, il est éteint. Jean-Baptiste Andréa, vous avez choisi au niveau de l'écriture un parti pris qui est que le personnage principal s'adresse directement au lecteur. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire passer quelque chose de particulier, sachant que vous parlez beaucoup de maltraitance, etc., mais ce livre est loin d'être glauque? Oui, comme je disais, c'était pas du tout le but. De la même manière que quand on lit un roman de Philippe, on n'est pas... c'est pas glauque, je sais pas comment expliquer, parce qu'effectivement, c'est ça qui fait un roman, en fait, je crois. La capacité de l'auteur à prendre de la distance vis-à-vis du sujet et à faire passer la violence sans violenter le lecteur. Et c'est là que les choses se passent. Mais tu veux dire quelque chose, Philippe? Non, je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Merci. Donc, l'adresse directe au lecteur, alors là, je vais pas vous faire des tartines... c'est venu comme ça. Ça me paraissait... C'était brutal. C'est-à-dire, le livre commence par « Vous me connaissez ». Un petit instant de réflexion. Souvenez-vous, je suis le type qui joue sur les pianos publics. C'est venu comme ça. Je me suis arrêté. Je me suis dit « Wow, là, tu vas perdre déjà la moitié des gens qui arrivent en salon, qui ouvrent, qui lisent la première page. Ils vont refermer et me faire le... qu'on a tous vu en salon. Mais je me suis dit, c'est comme ça, c'est naturel, c'est ce que je veux faire, sachant que le reste du roman, en fait, n'est pas du tout comme ça. On y revient, mais c'est une toute petite partie du roman. Ça me plaisait aussi, il y avait un petit côté un peu punk de commencer un roman de manière un petit peu rentre-dedans, un petit peu déroutante, et je me disais, ceux qui iront plus loin mériteront d'être mes amis jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc c'est venu comme ça, ce truc. Alors, il nous reste 2 minutes, donc je vais vous demander une réponse rapide à chacun. Philippe Génada, est-ce que vous allez continuer dans les faits divers parce que vous seriez éventuellement missionné comme un redresseur de tort? Réponse rapide, je ne sais pas. Je me demande en ce moment quelle sera... C'est l'époque où il faut penser au prochain, et puis j'ai envie de m'y remettre. Ça fait 3 mois et demi que je suis sur les routes. Je me vois pas du tout comme un redresseur de tort, ça c'est sûr. Ce qui m'intéresse, c'est de décrire la nature humaine, et elle est exacerbée dans les faits divers. Donc voilà, mais redresseur de tort, je pense pas que Lucien Léger ou Solange Léger soient sur un petit nuage en train de me dire merci, bravo, super, merci. Donc non. Il serait plutôt dans les flammes de l'enfer, puisque ce sont des monstres. Ce sont des monstres, on pense que ce sont des monstres, mais ce sont des angelots à côté des autres. Non, la question fait divers ou pas fait divers, je ne sais pas. Je pense que vers février-mars, j'en saurai plus, mais pour l'instant, pas la moindre idée. Voilà. Jean-Baptiste Andréa, c'est votre premier roman qui part d'un fait divers. Est-ce qu'on doit vous attendre dorénavant, peut-être un peu plus souvent là-dessus, puisqu'il faut bien dire, comme pour Philippe Génada, que c'est une vraie réussite? Merci. Comme pour Philippe Génada, je ne sais pas. Moi, ma seule hantise... non, j'ai pas envie de prendre une recette ou
Voilà, Philippe, il écrit pas sur des faits divers parce que c'est une recette, c'est parce qu'à chaque fois, il y a un truc différent. Je ne sais pas, on ne sait pas à quel moment... moi, je ne sais pas. Philippe le décrivait bien tout à l'heure, à quel moment une histoire arrive. On tire un petit fil, parfois il amène à rien, et parfois, tout d'un coup, il y a le placard qui s'ouvre, et il y a tout qui vous tombe sur la figure, et on ne sait pas quand ça va se produire. Donc moi, je suis aussi un petit peu dans ce moment d'attente et de recherche. Puis je ne veux pas me sentir obligé d'écrire en plus, donc on verra. Il faut que ce soit une bonne histoire. D'accord, je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Je remercie au public aussi d'être venus nombreux. Vous pouvez croiser nos auteurs sur côte à côte, en plus, sur le stand de RUC. Et je vous invite encore à découvrir ce Salon du Livre 2021. Merci beaucoup et bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci.